Merci d'être avec nous sur Burkina Info TV. Un nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de l'avant-projet de constitution au pays des hommes intègres et bien décryptage des principaux points qui ont été arrêtés et qui feront sans doute l'objet de discussions, également de plaidoyers sur le terrain. On ira donc à la rencontre des populations pour les entendre, notamment au niveau de la commission constitutionnelle, si cette initiative venait à se matérialiser sur le terrain. Et pour ce décryptage de cet avant-projet de constitution sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage, le professeur Seni Ouedraogo est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et avocat de profession aujourd'hui. Nous avons fait venir sur notre plateau aujourd'hui l'avocat constitutionnaliste pour voir avec lui quelles sont les forces et les faiblesses de l'avant-projet de constitution afin que la population burkinabé elle-même puisse comprendre les enjeux de cette nouvelle donne sur ce texte fondamental de la République au pays. Professeur, d'abord, un premier élément. Le Burkina Faso vient de se doter d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre Paul Kabatieba a été maintenu. Pas de grands changements, quelques petits départs et puis les portefeuilles clés restent en l'état. Est-ce pour vous la solution? Merci, monsieur Ouedraogo. Je dirais que il m'est difficile de me prononcer quelquefois sur des questions politiques, n'étant pas moi-même politiste et analyste politique. Et mais que, vous êtes un citoyen burkinabé qui doit donner son avis sur la gestion de son pays. Oui, c'est vrai qu'en tant que citoyen, on est appelé à donner nos avis. Mais je dirais que l'appréciation des situations politiques relève, je dirais, du conjoncturel, mais aussi du subjectif. Ce qui n'est pas toujours facile de faire dans la mesure où on n'a pas forcément tous les leviers d'appréciation d'une situation politique. Mais pour ma part, je crois que quand on regarde le remaniement à minima qui a été fait, moi je fais des constats, j'ai des interrogations à l'issue de ces constats. Les constats, ce sont lesquels on a constaté que depuis les attentats qui ont eu lieu dans notre pays, il y avait un pressant appel de la société civile à ce que des ministères soient créés, des ministères entiers comme celui de la sécurité ou de la défense. Le remaniement prend en compte cette demande. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est, disons, le peuple, c'est-à-dire les associations de la société civile, les partis politiques de l'opposition qui ont eu raison de faire cette demande, ou est-ce que c'est le gouvernement qui est réceptif à l'appel que le peuple lui a lancé? Est-ce que par ce fait, le chef de l'État se dit que, bon, manifestement, le premier attelage n'était pas le plus probant pour régler? Le chef de l'État n'a pas intérêt à écouter sa population, puisque c'est cette même population qui l'a voté pour qu'il soit président du Faso. Oui, mais c'est là que je vous dis, moi j'ai des interrogations, mais je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Oui, je pense qu'on peut écouter le peuple. Je crois que le chef de l'État aussi a été élu sur la base d'un programme qui est bien connu par le peuple. Donc il lui appartient de faire la meilleure synthèse de toutes ces propositions et puis de tirer les meilleures conclusions. Je vois aussi en termes de constat qu'il y a à faire dans le nouveau remaniement qu'on a essayé de respecter une certaine tradition politique dans notre pays, c'est-à-dire un certain subtil équilibre régional. Je ne sais pas c'est quoi qui le motive, mais pour ma part, quand je regarde, je vois qu'il y a eu, quand on a regardé l'évolution politique, à la formation du premier gouvernement, des sons de cloche un peu discordants étaient venus de l'Est pour ne pas se retrouver. La région du Sud-Ouest qui disait n'avoir pas de ministre au sein de ce gouvernement. Avant la région du Sud-Ouest, il y a, je dirais, il y a une certaine, je dirais, consternation qui est venue de l'Est, de la région de l'Est, mais c'est vrai qu'elle n'a pas connu le grand écho qu'a connu la revendication du Sud-Ouest. Au constat, aujourd'hui, on se rend compte que aujourd'hui, il y a un ministère qui revient à la région de l'Est, c'est-à-dire le nouveau ministère des Mines et des Carrières. Vous parlez de M. Oumarou Idani. M. Oumarou Idani. Je constate aussi que le Sud-Ouest se retrouve satisfait avec la nomination du professeur Meda au niveau du ministère de la Santé. Donc on voit que par exemple, toujours au niveau équilibre, c'est-à-dire si on fait la géographie politique, on voit que du côté du Al-Kassoum Maïga, oui, qui est du Sou, une région aujourd'hui qui semble devenir un théâtre, je dirais, opérationnel pour les mouvements djihadistes. On a un chef d'état-major qui vient de la zone. Aujourd'hui, on a un ministère de l'enseignement secondaire supérieur qui vient de la zone. D'un point de vue de la géographie, on peut s'interroger. Cette répartition géographique
géostratégique peut-être, Oui. est-elle opportune au Burkina Faso? Est-ce qu'on doit toujours tenir compte de ces clivages pour pouvoir gouverner un pays comme le Burkina Faso? Je crois que les États africains sont dans un processus de construction de l'État-nation, c'est-à-dire même si ce vieux concept-là, il semble pour certains suranné, il me reste tout de même qu'on est dans une phase de reconstruction, de construction d'une identité nationale, d'un socle étatique qui doit s'aboutir sur les différentes nationalités qui constituent le pays. Donc, à mon avis, ce n'est pas de trop que dans le landerneau politique, dans la redistribution des cartes, les gouvernants essayent de tenir compte de la géographie électorale. Et je voulais terminer sur ce point pour vous dire qu'au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, on voit partir Michel Filiga Sawadogo, qui est de Kongoussi, mais subtilement, on voit revenir un de notre de Kongoussi, qui est Simeon Sawadogo à la décentralisation. Ça, c'est un constat qui peut être fait au niveau de la géographie électorale. Maintenant, en termes de plus-value pour la bonne gouvernance, la démocratie. Voilà, en termes de plus-value, bon, aujourd'hui, il y a je dirais, redimension des compétences ministérielles. Aujourd'hui, on voit le ministère des mines et carrières et de l'énergie, qui est un gros ministère qui est porteur d'attente, hein, parce que l'une des questions fondamentales de notre développement, c'est l'accès à l'électricité. On voit qu'aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est de sceller deux ministères, qui sont des gros ministères avec des problèmes quelquefois transversaux, mais spécifiques pour certains d'entre eux. Et aujourd'hui, on voit que le Burkina Faso est en train de devenir véritablement un véritable pays producteur d'or, donc un pays minier. Et de ce point de vue, peut-être que en termes de rationalité, ça peut être la meilleure chose que d'avoir une approche, je dirais, plus réductrice pour avoir plus de résultats. Mais j'ai dit, le tout n'est pas de procéder à la répartition des compétences, à la délimitation, au choix des hommes, mais c'est de prendre en compte tous les facteurs qui sont liés à la mise en œuvre d'une politique nationale. C'est-à-dire qu'il faut constater que les nouveaux gouvernants, les nouveaux ministres qui ont été désignés sont appelés à devenir de vrais leaders. Et c'est à travers leur animation politique et leur capacité à s'approprier du programme sur lequel le président a été élu et de l'implémenter. C'est à partir de ces mises en œuvre-là qu'on pourra juger de la pertinence du choix qui a été opéré maintenant. Faut-il objectivement, dans les pays africains, notamment prenons le contexte du Burkina Faso, abandonner cette répartition géostratégique qu'on tente chaque année de nous imposer? Moi, je ne crois pas qu'on nous impose. Ce que je constate seulement, c'est que la pluralité des nationalités, des ethnies dans les États africains peut être à la fois un atout et une faiblesse. Mais il reste tout que la création je dirais, de la nation n'est pas encore une réalité. La nation, c'est le corps social, c'est-à-dire l'ensemble des habitants qui ont une vision commune de l'avenir. Même si on n'a pas besoin de partager des traits particuliers comme la langue, la religion, comme l'entrevoyait la doctrine allemande, mais il reste que la vision commune, pour construire une vision commune nationale, il faut forcément pouvoir mettre côte à côte tous les segments nationaux. Et donc, je crois que de ce point de vue, la géostratégie politique n'est pas de trop. Alors, pour le contexte du Burkina Faso, nous pouvons dire que cela peut constituer éventuellement un atout, le fait d'avoir toutes les régions représentées au sein du même gouvernement, dans le cas notamment de la redevabilité même de la gestion auprès des populations. Oui, ça peut avoir, en tout cas en termes de redevabilité, je suis d'accord avec vous, parce que vous saviez que chez l'homme africain, que chez l'homme tout court, il a cette capacité à pouvoir s'identifier aux personnes qui présentent un certain nombre de traits qui lui soient proches. Donc ça peut être la religion, ça peut être l'ethnie, ça peut être le village, ça peut être la religion, et donc ça peut être la langue. Donc, à partir de ce moment, je crois que bon, le fait de choisir des ministres en tenant compte d'un certain équilibre géographique, c'est un tout bénéfice pour les gouverner. Cette phrase nous permet bien entendu d'ouvrir le gros chapitre consacré à la constitution au pays des hommes intègres, l'avant-projet notamment qui est en rédaction. Dites-nous, faut-il sacraliser, pourquoi pas, cette répartition géostratégique de tous les gouvernements? Est-ce possible de mettre cela dans la constitution? Non, je crois qu'on n'a pas véritablement besoin de mettre ça dans la Constitution, étant entendu que c'est devenu, je dirais, une coutume politique et que tous les gouvernants savent que s'ils veulent garantir la possibilité d'avoir le suffrage favorable
des populations, il faut forcément tenir compte de leurs aspirations, donc de la capacité à avoir des gouvernants aussi qui leur sont proches. Donc à partir de ce moment, malheur, je dirais, aux politiques qui ne tiendraient pas compte de l'exigence. Voilà, Cela peut être une répercussion politique dans le cadre de la récupération de militants, mais est-ce que le mettre dans la Constitution, cet acte-là ne peut pas être plus fort, un signal majeur auprès de tous les acteurs politiques, opposition comme majorité? Oui, en termes d'hypothèse, ça peut être possible. Mais moi, pour ma part, si je devais faire le choix de l'écriture de cette disposition, bon, je crois qu'on pourrait, je pense qu'on pourrait en faire l'économie. Mais je suis totalement d'accord avec vous, parce que quand on regarde dans les années 70-80, on a vu un certain nombre d'auteurs, notamment le professeur Muyemba Chiyembe de la RDC, qui avait proposé cette théorie de la multiculturalité, en lui aussi s'inspirant d'une théorie qui avait été élaborée par des théoricien néerlandais, Alain Lichpa notamment, qui faisait allusion à la nécessité de prendre en compte dans la construction de l'État néerlandais les différentes composantes du pays. Donc, c'est un choix qu'on peut faire, pourquoi pas. Maintenant, bon, de toute façon, il n'y a pas de constitution référentielle. Si les Burkinabés pensent que la répartition géographique ou géostratégique est un atout qu'il faut capitaliser, bon, il peut faire le choix de l'inscrire dans la Constitution. Alors, au moment où nous parlons de la sacralisation éventuelle donc, de cette répartition géostratégique de tous les gouvernements, de telle sorte que toutes les régions soient représentées, nous avons l'avant-projet de Constitution qui a décidé par exemple de sacraliser, à travers notamment son inscription dans la Constitution, les droits sociaux, la santé, l'éducation, entre autres. Est-ce que pour un bon, je dirais, acteur politique, cela ne va pas de soi, même si cela ne ressort pas dans la Constitution? A-t-on vraiment besoin de sacraliser les droits sociaux dans l'avant-projet de la Constitution aujourd'hui? Je crois que la Constitution, c'est d'abord un acte politique avant d'avoir une matérialisation juridique. Donc, d'un point de vue politique, il y a des choix à faire parce que ce qu'il faut comprendre dans l'articulation des droits fondamentaux dans la Constitution, il faut faire la distinction entre la justiciabilité des droits. Donc, on sait qu'il y a des droits qu'il est peut-être bien de reconnaître, de garantir, parce que ça fait partie de la Constitution aussi était un socle philosophique de la société. Donc, c'est répertorier ces éléments fondamentaux, ces valeurs auxquelles sont attachés le peuple. Mais il faut comprendre aussi que certains droits sont plus difficiles à mettre en œuvre. C'est pourquoi... Oui, on parle de logement décent, on parle également d'assainissement pour tous, la santé, l'eau potable, l'éducation, alors qu'on sait déjà que nous avons tellement de soucis sur les questions de la santé et l'éducation qu'on n'arrive toujours pas à respecter. Oui, j'étais en train d'en venir à la réponse. C'est que quand on regarde l'écriture des pactes de 1966, on a d'abord procédé par l'adoption du pacte sur les droits civils et politiques. Au niveau de la Charte africaine des droits de l'homme, la question aussi s'était posée de l'articulation des droits sociaux parce que ces droits-là étaient considérés comme les droits de créance, c'est-à-dire que ça exige de l'État qu'il mette en œuvre un certain nombre d'investissements. Donc, ce sont des droits qui sont plus coûteux pour les États. Alors qu'on faisait croire que les droits politiques, ce sont les droits seulement qu'il fallait reconnaître aux individus, aux citoyens, et donc qui n'avaient pas trop de conséquences financières pour l'État. Donc, de ce point de vue, les États, en adoptant les premiers instruments de protection des droits fondamentaux, ils étaient méfiants à l'égard de ces droits dits de créance qui pouvaient engendrer beaucoup de dépenses. Mais ce que la doctrine va faire pour essayer de décloisonner ce débat, c'est-à-dire en disant que quand on procède à une hiérarchie des droits en 4 générations, première, deuxième, troisième, voire l'émergence de 4e génération, c'est un faux débat parce que les droits politiques aussi sont aussi exigeants d'un point de vue financier que les droits socio-économiques. Je vous prends un exemple que la doctrine met en évidence, c'est de dire, quand vous dites que les gens ont le droit électoral d'être électeur ou d'être éligible, vous dites que c'est un droit politique, mais c'est un droit qui est assez coûteux parce que pour organiser des élections, il faut faire du recensement électoral, il faut faire des bulletins, donc ça a un coût. Quand vous prenez aussi la question des prisonniers, il faut avoir des locaux, etc. Donc, ce que les chercheurs vont faire observer, c'est de dire les droits politiques, les droits socio-économiques, les droits culturels, ce sont des droits au même titre et ce sont des droits qui ont les mêmes exigences, ce sont des exigences financières. Donc c'est un faux débat que de procéder à une hiérarchie en faisant croire. C'est pourquoi on observe dans les nouvelles constitutions qui vont être adoptées la tendance des plumes du peuple à élaborer, à insérer dans les nouvelles constitutions, en tout cas un pan entier de droits
qui s'étendent aux droits de deuxième, troisième, voire quatrième Oui, génération. mais pour le contexte d'un pays comme le Burkina Faso, quand on dit clairement que dans la Constitution, c'est écrit que tout le monde a droit à un logement décent, sachant bien que techniquement et financièrement, le pays ne peut pas supporter, cela ne rime pas un peu avec la démagogie pour plaire? Non, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, la Constitution aussi c'est un socle philosophique et d'un point de vue de sa mise en œuvre, en droit de l'homme, on parle du droit programmatique, c'est-à-dire que ce sont des dispositions qui font partie, je dirais, des valeurs on prétend atteindre, ou ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler des clauses mémorielles. C'est-à-dire qu'on a cette aspiration à tendre vers l'opérationnalisation de ces droits, mais on s'est dit pour le moment on n'a pas les moyens, mais on va les mettre à titre symbolique dans la Constitution. Donc ces droits programmatiques... Cela relève de la compétence des acteurs politiques, parce que quelqu'un qui va à la conquête de l'électorat va lui promettre les logements décents, va lui promettre l'assainissement pour tous, va lui promettre des centres de santé, tout comme l'absence définitive au Burkina Faso d'écoles sous paillotes. Ça fait partie d'un programme politique. Oui, je suis totalement d'accord, mais comme je suis là, je reste sur mon idée de la philosophie qui est derrière les instruments. Oui. Parce qu'au niveau aussi international, on a essayé de s'accorder, y compris avec les instruments de protection des droits fondamentaux. Je fais allusion aux juridictions de protection, que ce soit le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, la CIJ, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour des juges des communautés ou la Cour des juges de la CEDEAO, UEMOA et autres. La plupart des juridictions sont unanimes à dire que tous ces droits-là ne sont pas des droits indérogeables. On a 5 droits, le droit à la vie, le droit à ne pas être soumis à la torture, à des traitements humains et dégradants, etc. En dehors de ces 5 droits, tous les autres droits peuvent faire l'objet de dérogations. Donc l'État peut les mettre en œuvre, peut déroger à leur effectivité suivant un certain nombre de causes qui peuvent être les causes d'ordre économique, social, culturel ou d'ordre public. Donc, c'est-à-dire que même si on les met dans la Constitution, le peuple doit savoir que c'est une aspiration, mais que tant que les gouvernants n'ont pas les moyens, ils pourraient évoquer ce caractère dérogatoire de ces droits-là pour ne pas assurer pour le moment leur effectivité. Mais je crois que, bon, d'un point de vue, je dirais, de perspective de développement, ça peut être une bonne chose, même si ça relève, je dirais, la contrainte sur ceux qui ont décidé de gérer le pouvoir. Depuis 1988, le Burkina Faso fait office de pays abolitionniste de fait en ce qui concerne notamment l'application de la peine de mort, parce qu'on n'a pas encore exécuté depuis cette période, même si nous avons des condamnations. Il se trouve que dans l'avant-projet de la Constitution, la peine de mort sera définitivement abrogée. Est-ce là une avancée significative? Bon, sur la peine de mort, je crois qu'il y a des débats qui s'entremêlent, qui sont partagés suivant les pour, les contre de la peine de mort. Je crois que c'est des choix qui sont faits. Même si aujourd'hui on reconnaît que la peine de mort fait partie de notre droit positif, on constate que la peine de mort est frappée de ce qu'on appelle en droit la désuétude sociologique. Donc ce n'est plus une peine, je dirais, d'un point de vue théorie, en tout cas du droit, qui est en vigueur dans notre pays. Donc à partir de ce moment, moi je me dis que le débat qui consiste à dire on l'enlève, on le met, je crois que ce n'est pas le plus fondamental. Le plus fondamental, c'est de savoir que même si ce droit-là existe dans le corpus normatif, il n'est pas appliqué. Mais les organisations de défense des droits humains ne seront pas d'avis avec vous parce qu'elles ont eu à mener ce combat depuis des années afin que le Burkina en arrive à ces résultats. Non, je crois que ce que je suis en train de dire, c'est un raisonnement pour lequel, comme je ne suis pas en campagne électorale, je n'attends pas d'avoir l'adhésion des gens. Je dis seulement que d'un point de vue théorie du droit, il y a ce qu'on appelle la désuétude sociologique qui frappe les règles de droit qui n'ont pas été mises en œuvre. Est-ce que ça règle éventuellement quelque chose en matière de respect des droits humains, le fait d'abroger la peine de mort dans la Constitution? Moi, ce que je constate, c'est que la peine de mort existe, elle est dans nos instruments, la peine de mort n'est pas appliquée, donc son effectivité est compromise. Donc, qu'on la mette ou pas, ça revient au même résultat, c'est la volonté de sortir la peine de mort de notre dispositif normatif. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce que dans la Constitution, c'est le lieu? Moi, je ne suis pas convaincu. Parce que dans la Constitution, on a une disposition qui dit que le droit à la vie est garanti. Donc, pour moi, à partir de ce moment, quand on fait les développements sur le droit à la vie, ça exclut la possibilité d'ôter à la vie à quiconque. Et donc, il suffit pour moi... On est dans la logique d'une question d'interprétation, effectivement, des principaux articles de la Constitution. Le droit à la vie, je vous ai parlé des droits qu'on peut considérer des droits imprescriptibles, qu'on ne peut pas toucher. Le droit à la vie fait partie de ces droits. Donc, pour moi... le tout aurait été de réviser le code pénal, de sortir de ce code pénal la sanction de la peine de mort, et puis le tout est joué. Donc, quel code est désuet pour beaucoup de Burkinabés aujourd'hui? Oui, mais il reste tout de même que ça reste la référence
que les avocats et les magistrats utilisent tous les jours dans leurs pratiques judiciaires. Qui sont appelées à être corrigées. Alors, une grosse surprise dans cet avant-projet de constitution aujourd'hui, professeur Seni Ouedraogo, le fait que le droit à la constitution, à l'insurrection n'ait pas été accepté comme un élément également important en termes des articles. Ça déçue plus d'un observateur parce qu'on se dit, après les événements de 2014, comment peut-on se permettre aujourd'hui d'enlever ce paramètre important de l'avant-projet de la Constitution? Je vais répondre à la question, oui. Mais compte tenu du temps qui court, je souhaiterais en tout cas intervenir sur la nature du régime semi-présidentiel. Oui, mais bien sûr, on y arrivera. Voilà, donc je reprends la question. Non, sur la question du droit à l'insurrection, il faut remonter à ses origines. Pour voir les révolutionnaires de 1789 qui arrivent au pouvoir avec l'aide du peuple, ce qu'ils font, c'est de dire, parce qu'ils se disent que le peuple est notre allié et ne peut pas nous renverser, donc c'est l'armée qui était du côté de la bourgeoisie qui peut certainement, dans une attitude revancharde, nous faire tomber. Donc on inscrit dans la condition de 1793 le droit à l'insurrection du peuple contre tout groupe qui viendrait à être habité par cette volonté de renverser les gouvernants. Donc, depuis là, il y a ce long débat théorique sur la question de l'insurrection ou du droit à le droit à résister. Donc, ce que la doctrine admet, c'est que le droit à l'insurrection c'est un outil non juridique. Donc, il n'est pas convenable que dans un instrument juridique contre la Constitution, on prévoit un mécanisme non juridique pour régler des problèmes qui peuvent être juridiques ou non. Donc, de ce point de vue, la question de l'insurrection n'est pas, je dirais, opportune à être insérée dans la Constitution. Et ce que les gens font, par contre, observer, c'est que le droit à la désobéissance, qui est une prérogative reconnue aux citoyens... La désobéissance civile, qui reste en l'état dans l'actuel avant-projet de Constitution. C'est un mécanisme qui est plus ou moins accepté dans la mesure où ces mécanismes de mise en œuvre sont assez variables. Quand on fait un sitting, c'est de la désobéissance qu'on fait. Maintenant, quelle est l'ampleur que ça prend, voilà. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que les mécanismes qui sont permis de contestation, qui sont permis aux citoyens, doivent s'exercer dans une légalité. Quand elles sortent de la légalité, elles peuvent faire l'objet de sanctions. Donc, pour une insurrection, c'est un mouvement social. Quand vous l'engagez, tant que ça aboutit, la nouvelle légitimité revient à ceux qui l'ont exercé, dont ils ont le droit à côté, donc ils peuvent accorder la légitimité en accordant une certaine légalité à l'acte posé. Mais quand ça échoue, bien entendu, c'est une subversion, c'est une atteinte aux institutions étatiques et donc en conséquence ça peut faire l'objet de sanctions. Pour vous, ce n'est pas un recul au Burkina Faso que de ne pas consacrer aujourd'hui l'insurrection comme un droit dans la Constitution? Non, pour moi c'est tout sauf un recul parce que comme je vous ai dit, l'insurrection... La désobéissance civile est un élément important. Est un élément important, c'est pourquoi je dis la désobéissance civile par contre peut avoir plusieurs variantes. Il faut retourner déjà depuis 1885 par là pour voir Henri Toro, l'un des pères de la désobéissance civile, quand il appelle les Noirs esclaves aux États-Unis à boycotter un certain nombre de produits, notamment l'utilisation des moyens de transport ou la fréquentation d'un certain nombre de cafés et autres, c'est une opposition par rapport à une politique qui est engagée, mais c'est fait plus sournoise, c'est fait plus douce dans, je dirais, dans la sérénité, dans le calme, de sorte que quand on parle de désobéissance civile, on n'entrevoit pas uniquement que les moyens de contestation violente et autres. Alors, avant de revenir maintenant sur le type de régime qu'il faut pour un pays comme le Burkina Faso, puisque cette question vous préoccupe particulièrement, nous aimerions bien faire une escale sur un autre élément, c'est l'article 37 de la Constitution, avec notamment la révision qui avait été consacrée par le CNT, qui reste en l'état où on n'a plus la possibilité d'exercer au-delà de 2 mandats à la tête du Burkina. À ce niveau, il ne faut pas s'abuser parce que même là, l'article 37 quitte le terme 37 pour aller vers désormais un autre chiffre sacré au pays des hommes intègres. Bon, je crois que sur la question de l'article 37, comme vous l'aviez dit, la révision du 5 novembre 2015 avait déjà réglé ce problème. C'est-à-dire, c'est de verrouiller, comme on le dit dans le langage populaire, la clause limitative du nombre de mandats. Mais moi, je dis tous les jours, le verrouillage, si vous me permettez le terme, n'est qu'un mécanisme juridique. Et il faut comprendre que le droit ne peut pas tout faire. Il est quelquefois impuissant devant certaines situations. Donc, pour moi, la meilleure garantie contre
je dirais, les révisions déconsolidantes de la Constitution, c'est vraiment l'atomisation du pouvoir en développant des contre-pouvoirs qui ne sont pas forcément institutionnels, qui peuvent être médiatiques, qui peuvent être sociaux, ceux de la société civile, etc. C'est de cette façon qu'on arrive à se prémunir. Au Burkina, on en a beaucoup, hein, l'opposition politique, vous avez la société civile, mais également beaucoup de mécanismes qui sont développés, hein, par les citoyens pour, bien entendu, opposer au régime en place, donc un système de gouvernance qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Oui, je crois que ça c'est je dirais, une des avancées significatives du mouvement sociopolitique qu'on a connu depuis 2011. C'est qu'aujourd'hui, les gouvernants ont compris qu'il y a d'autres acteurs avec lesquels il faut compter. Et parmi ces acteurs-là, ce sont les médias, la société civile, les syndicats. Ça me fait passer à la théorie d'un auteur, Olivier Boy, qui parle de la multiplication des pouvoirs. Aujourd'hui, véritablement, on est dans cette dynamique. Et faisant allusion au gouvernement qui a été mis en place, c'est dit qu'il faut que les gouvernants comprennent que la meilleure façon de réussir le challenge qui leur est imposé, c'est de comprendre qu'avec la multiplication de ces pouvoirs, aujourd'hui on a le pouvoir qu'on pourrait considérer administratif, parce que le tout n'est pas d'être ministre, mais c'est la capacité à faire partager sa vision et de les mettre en œuvre, alors qu'aujourd'hui on constate en tout cas ça et là, une certaine montée d'une contestation des différents syndicats autres. Donc, on voit qu'il y a un contre-pouvoir qui est en train d'émerger, il est administratif, et avec lui, là, il faut compter. Alors, voilà. est-ce que vous pensez que c'est un peu excessif la manière de lutter de nos jours? Le front social qui bouillonne à tout moment, au niveau des organisations de la société civile aussi, le débat y fait rage sur la gestion même actuelle du pays. Est-ce que vous pensez que c'est un peu excessif? Non, bon. Quel est le critère d'appréciation de l'excès de ces mouvements? Ce que moi je constate seulement, c'est qu'on a des temps d'arrêt de travail qui sont assez importants. Et donc, chacun de nous doit pouvoir comprendre que ce qui fait avancer un pays, c'est sa capacité à créer de la richesse, la capacité à travailler tout court. Donc, en perdant des temps de travail, des jours de travail, ce n'est pas seulement les actions des mouvements syndicaux, hein, mais je pense aussi à ces jours fériés qui sont dus à de nombreuses fêtes ou de nombreuses activités. Il faut qu'on réfléchisse pour comprendre que vous avez vu le mois de janvier, on a perdu en début du mois de janvier 3 jours. Donc ce sont autant de facteurs qui doivent nous amener à penser que si nous voulons avoir un mieux-être, un bien-être, il faut créer de la richesse. Et c'est à partir de la création de cette richesse-là qu'on va développer. Les revendications pourront être satisfaites. Donc pour ma part, je crois qu'il est légitime de revendiquer, de contester, mais il faut mettre ces mouvements-là en adéquation avec aussi notre capacité à créer les richesses. C'est-à-dire, si on peut par exemple porter des bandeaux comme dans les pays asiatiques pour dire qu'on est mécontent et puis on travaille, ça peut être une bonne chose. C'est-à-dire que c'est un signal qu'on envoie. On vous dira que les contextes sont totalement différents. Le monde syndical burkinabé vous dira que tant qu'on ne va pas sur le terrain, les gouvernants ne donnent pas satisfaction à nos revendications. Bon, moi, je suis pas là pour défendre une chapelle, que ce soit le gouvernement ou les syndicats. Moi, je fais un constat seulement. Moi, j'ai l'avantage d'être été financier. J'ai entendu la dernière fois à la télé qu'on a une capacité à prélever des ressources phénoménales au point qu'on peut se passer des aides, des choses. Mais moi, quand j'écoute ces gens de vérité, elles sont pas vraies. Parce que quand moi j'ai présenté le mois passé une communication au Cameroun dans un colloque, la communication c'était les mutations des administrations fiscales. Je constate qu'aujourd'hui, on a une faible, les administrations fiscales des pays membres de l'UEMOA sont classées dans les pays à faible revenu, excepté la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui essayent d'émerger. Et quand on regarde les prévisions jusqu'en 2020, en dehors d'un pays comme le Togo, là encore où il y a une contestation sur la modalité de détermination du taux de pression fiscale, peut-être à la limite le Sénégal, mais pratiquement tous les pays de la zone franc, aucun ne sera capable d'atteindre le niveau de prélèvement de 20 points sur le PIB. Mais je vous signale que c'est un mouvement syndical qui a dit clairement qu'on n'avait pas besoin d'aller à l'étranger. C'est pourquoi je dis, moi, je ne suis pas là pour prêcher la charge. Moi, je constate seulement si c'est la vérité, vous que pouvez la si on dire ne sans travaille problème. pas, Oui. on ne pourra pas créer la richesse, et l'impôt qu'on doit prélever, l'impôt doit être prélevé sur le surplus qui a été créé sur la richesse qui est elle-même conséquente du travail. On constate aujourd'hui qu'on n'est pas en train de travailler, on est de façon illusoire en train de croire que les mines sont la panacée. Moi j'ai fait un ouvrage sur les mines, j'ai publié un article que les gens peuvent le voir à l'Annuaire française de droit international de 2012
sur la communautarisation des droits d'investissement, on se rend compte que les mines, qu'est-ce que les richesses minières nous ont apporté en termes de gains dans notre budget? Pas grand-chose. Et je dis, quand on regarde pour les pays de la zone franc, on ne peut pas dire que bon, c'est parce que je fais une appréciation subjective parce que je suis au Burkina. Mais moi, mon étude que je vous ai dit, j'ai présentée au Cameroun, on voit que les pays sont dans l'incapacité d'atteindre seulement 20 points du PIB. Et alors que, bon, les études ont montré que quand vous prenez la théorie de l'affaire, un pays doit être capable de pouvoir capitaliser au moins 30% de son PIB en termes de pression fiscale. Donc, la richesse a besoin d'être créée. Et moi, je pense que c'est en allant à l'école, quand nous, les enseignants, on va donner nos cours, quand les médecins sont à l'hôpital, ce n'est pas en faisant la grève à l'université, en allant enseigner dans les universités privées ou en allant dans les cliniques privées qu'on va créer la richesse. Ça, je suis désolé. Alors, je reviens encore sur cet élément avant qu'on parle du type de régime, parce que c'est important le développement que vous avez eu à faire tout à l'heure. Certainement qu'ils sont nombreux les militants des syndicats qui nous regardent. Quand vous dites clairement que ce n'est pas vrai que de dire que le Burkina peut à l'interne prélever des ressources pour financer le PNDS, alors c'est mieux que vous donnez les arguments nécessaires qui vous permettent d'affirmer. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prélever des ressources pour financer le PNDS. C'est-à-dire, quel est le niveau de prélèvement de revenus pour le PNDS? Le PNDS, je crois qu'il a acheté à 2500 milliards de ressources propres pour son financement. Je constate aujourd'hui, et ça c'est à partir de l'étude que moi j'ai effectuée, qu'en termes de recouvrement des ressources internes, on est à peu près pour l'année passée à autour de 1200 milliards. C'est-à-dire que en termes de... Techniquement, on ne peut pas. C'est-à-dire que... Vous ne pouvez pas lâcher le non, mot, moi je ne lâche pas, mais moi je dis, oui. moi je réfléchis en termes de chiffres, c'est-à-dire que, parce que aussi en économie, moi je suis un financier, je ne suis pas un économiste, j'ai fait les finances publiques, même si j'ai eu par la chance de connaître un peu la fiscalité. C'est que les réformes fiscales, ça tout le monde est d'accord là-dessus, ne prennent les effets qu'à partir d'un certain nombre d'années. Donc on a introduit des réformes fiscales pour l'année passée. Il ne faut pas croire qu'immédiatement ces réformes fiscales vont commencer à produire les effets maintenant. Mais je dis que si on veut, on dit par exemple qu'on veut atteindre le seuil de 2500 milliards, il faut arrêter de dormir à la maison, il faut qu'on travaille. Et c'est qu'en travaillant qu'on va pouvoir créer la richesse à partir de laquelle on va pouvoir prélever cette capacité à financer l'économie. Donc vous voyez que c'est aussi, je dirais, une contrainte à la fois des gouvernants, des travailleurs et autres. Regardez l'exemple tchadien. Au Tchad, on a eu le pétrole et puis bon, le gouvernement tchadien s'est dit, bon voilà, on a trouvé la solution à nos problèmes. Malheureusement, ils n'ont pas été certainement, je dirais, peut-être pas très bien inspirés parce que la situation du Gabon ou du Congo-Brazza était là pour suffisamment alerter les gouvernants tchadiens. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec la chute du prix du pétrole, que ce soit le Tchad, que ce soit le Nigeria, le Gabon et autres, ces pays-là sont dans une difficulté, je dirais, conjoncturelle à optimiser le prélèvement fiscal. Il ne faut pas que nous aussi nous nous basions sur les découvertes d'or pour dire que le Burkina Faso est un pays minier, donc par conséquent, notre développement viendra des mines. Peut-être que le développement deviendra des mines, mais les conditions actuelles ne sont pas réunies. Parce que ce qu'on a comme vraie richesse, me semble-t-il, c'est l'homme. C'est-à-dire que ce sont les ressources humaines qui sont... La main-d'œuvre voltaïque a été toujours vantée depuis les années 70. Mais je crois que ce sont les hommes qui sont les premiers facteurs de création de la richesse. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on soit bien formé, il faut qu'on accepte de travailler de plus en plus. Et quand vous lisez les rapports du FMI, la Banque mondiale, c'est cet élément aussi qui est mis en évidence. Il faut qu'on soit capable d'exiger, je dirais, le rendement individuel de chaque agent dans son poste. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire des bons qualitatifs vers le développement. C'est-à-dire que nos mines, si vous prenez vingtaine, quinzaine de compagnies minières industrielles qui vont s'installer, mais quelle est la valeur ajoutée qu'on ajoute puisque on exporte l'or brut. Donc, c'est-à-dire que notre capacité à prélever, à optimiser notre retour sur nos richesses est assez faible. Et ça va venir à partir d'une main-d'œuvre qu'on va mieux outiller, qui sera mieux compétente et puis qui sera vraiment dévouée au temps de travail. Et là, je pense que c'est aussi un appel au gouvernement pour essayer de jeter un regard froid et clinique sur ces journées, ces journées perdues qui sont nombreuses. Les syndicats aussi de voir dans les luttes. Une trêve éventuellement? Pour vous, une trêve au niveau du monde syndical actuellement? Moi, je crois que la solution aurait peut-être été une trêve sociale, c'est-à-dire que les différents acteurs, qu'ils soient de la société civile, plus particulièrement du monde du travail et l'État,
ils se mettent ensemble à table et puis ils trouvent un modus operandi sur les solutions à trouver pour pouvoir sortir notre pays, je dirais, de la léthargie économique dans laquelle on est depuis pratiquement 2011. Et puis, une fois que la richesse est créée, je crois qu'en ce moment, le bon droit reviendra aux uns aux autres de pouvoir faire valoir leurs revendications. Mais le tout, je crois, qu'appartient aux premiers responsables du pays. C'est eux qui doivent être capables d'amener les fils et les filles de ce pays à se réunir sur la même table pour discuter objectivement, sans arrière-pensée, des conditions, je dirais, d'accélération de notre économie nationale. Le regard de l'expert que vous êtes, on en parle à présent sur le type de régime même finalement donc préconisé par cette constitution. Vous pensez que ce type tel que proposé va renforcer la démocratie au pays des hommes intègres? Sur cette question, en tout cas, j'ai hésité à venir à votre invitation, mais je vais être assez précis. Moi, je suis là en tant qu'intellectuel pour essayer d'apporter l'éclairage qu'il faut sur un test qui, on l'espère, va servir à régir la vie des Burkinabés. Il faut se justifier avant de répondre. répondre. Non, parce que dans certains pays où la polémique est devenue inutile et stérile, et elle va à tout va, donc il faut qu'on essaie, parce que j'ai été membre de la commission constitutionnelle, parce que certains pourraient se dire, mais pourquoi ce jeune homme qui a été membre de la commission constitutionnelle, il se permet, mais je vais dire, commission technique, c'est donner seulement des conseils à ceux qui écrivent la Constitution, c'est eux qui font les choix, on vous l'a dit, ce sont des choix consensuels, entre tous les acteurs, c'est-à-dire société civile, partis politiques, opposition majoritaire, etc. Donc, eux, ils ont trouvé les tests consensuels. Mais moi, je suis un expert, je suis d'abord un citoyen burkinabé. J'ai le droit de dire ce que je pense sur cette constitution et j'y vais. Parlons maintenant sur le type de régime. Sur la nature du régime qui nous a été présentée, on dit que c'est un régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel a la caractéristique de prendre dans le régime présidentiel les pouvoirs du président, c'est-à-dire que le président a des prérogatives propres, des capacités de nommer des ambassadeurs, des ministres, aux hautes fonctions militaires, administratives et civiles. Mais l'élection aussi au suffrage universel direct. Mais ça emprunte aussi au régime parlementaire la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale, le droit de dissolution du président du Parlement et le gouvernement qui est issu du Parlement. Donc, celui qui en France a été le premier à théoriser sur ce régime, c'est Maurice Duverger. Mais Maurice Duverger, ce régime-là, il le qualifie tantôt des régimes semi-présidentiels ou des régimes semi-parlementaires. Mais entendons-nous bien, pour Maurice Duverger, le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire reste avant tout un régime parlementaire. Maintenant, mais c'est un régime parlementaire avec des caractéristiques du régime présidentiel. Quelle est, moi, aujourd'hui, la conception que moi j'ai avec la difficulté que j'ai avec ce régime qu'on nous a proposé? La difficulté, c'est que je prends les élections qui ont eu lieu le 29 novembre 2015, où le président Roch-Marc Christian Kaboré a eu 54% des voix. Le président de l'UPC, M. Zéphirin Diabré, a eu à peu près 30% de l'électorat. Aux élections législatives, le MPP a eu à peu près 55 députés. Je crois que l'UPC s'en est tiré avec à peu près 32-33. Donc le MPP, avec la majorité relative, mais ne pouvait pas à lui seul former un gouvernement. Donc il y a eu des tractations. Et j'ai été très heureux de suivre la presse burkinabé, si c'est vrai, avec une intervention qui aurait été imputée au président Zéphirin Diabré, faisant allusion à l'idée de créer une majorité juste après les élections, une majorité parlementaire. Donc, quand je prends ce raisonnement, je me dis, si on garde le régime semi-présidentiel tel qu'on l'a conçu, c'est-à-dire que si le président Zéphirin était parvenu avec le président Maître Sankara et le président Barry Taïrou à créer une majorité parlementaire, c'est-à-dire que si on prend la constitution actuelle, le Premier ministre doit être désigné dans cette majorité. Donc, probablement Zéphirin Diabré. L'analyse est simple. Zéphirin a eu 29% aux élections présidentielles. Et il a eu 30%. Le président Roch a eu 54%. Et subitement, pour former le gouvernement, le chef de la majorité, qui est le président Zéphirin, il devient le chef du gouvernement. Et notre constitution, dans l'avant-projet, on dit que il doit décider de la politique nationale, de la détermination avec le président
de la République. S'il ne parvient pas, c'est lui qui détermine et il conduit. Ça veut dire qu'en ce moment, ça allait être cette situation qui allait être plus plausible. Le président Zéphirin Diabré, qui est le chef des files de l'opposition, allait devenir le véritable homme de notre système politique, donc le principal gouvernant. Et le président Marc Kaboré, avec ses 54% qui a été élu au suffrage universel, il deviendrait le chef des files de l'opposition. Et donc, quand vous prenez, pourquoi le régime parlementaire plus marché, et ça j'invite ceux qui auront la patience de faire de la lecture, d'aller lire l'ouvrage de droit constitutionnel de Pierre Pacté, Ferdinand Mélin Soukramanien, page 144, vous allez voir les limites du régime semi-présidentiel. Parce que ça suppose que si on veut que dans cette configuration les choses marchent, donc le président Roch dit, bon, monsieur Zéphirin Diabré, je vous laisse les mains libres pour gouverner. En ce moment, moi, je deviens le chef de file de l'opposition. Vous voyez que cette articulation des choses paraîtrait difficilement acceptable pour celui qui dit, bon, moi, j'étais battu quand on a demandé le suffrage universel. Et puis, pour un suffrage qui est segmenté, parce que le député est lié dans une circonscription, donc il n'a pas une légitimité au même titre que la légitimité présidentielle, moi, je deviens le chef de file de l'opposition. Et dans le projet l'avant-projet de constitution, il est mis que le président de la République doit rencontrer l'opposition politique pour décider des questions d'intérêt national. Donc, ça veut dire que le président Roch, lui, doit, puisque le MPP serait devenu l'opposition avec les alliés, le président Roch organise des réunions avec le MPP, mais qui est parti minoritaire, c'est-à-dire qui est dans l'opposition politique, pour discuter des questions d'intérêt national. Et lui, puisque lui, il est le premier chef de cette opposition, quel est l'intérêt de cette discussion? Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, même si c'était de ce type de régime, ce n'est qu'une question de tractation entre acteurs politiques. Oui, même si c'est consacré dans la Constitution, cela ne veut pas dire que de fait ce sera appliqué. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce que la doctrine, quand vous lisez tous les grands auteurs, ils vous disent, l'inconvénient du régime mixte, c'est que ça n'a pas de solution aux conflits politiques qui peuvent naître. C'est ça le désavantage par rapport au régime parlementaire ou au régime présidentiel qui lui-même prévoit les solutions. Donc pour vous, la solution ici, c'est que ça devient le jeu des acteurs. Il faut la bonne volonté de celui qui est plus ou moins devenu perdant d'accepter de jouer. Et quand vous prenez par exemple l'histoire française, on a vu que quand il y a eu la cohabitation en 1985 entre Mitterrand et Jacques Chirac, au bout de 2 ans, ça n'a pas marché. Parce que Mitterrand, fier de sa légitimité de 1981, et il avait gagné aussi les élections législatives de 1981, ne voulait pas laisser faire. Finalement, on a vu des décrets qui ont été pris par le gouvernement, parce que le président Mitterrand, lui, était pour une politique de nationalisation de la gauche. Mitterrand, lui, il était pour une politique de libéralisation. Donc le gouvernement prend des décrets. Le président dit, je ne signe pas. 86, ça n'a pas marché. C'est revenu, on a revu le même truc encore, le même scénario en 88. On a vu le même scénario en 93. Et les Français, la doctrine en était venue à douter de la pertinence du régime mixte. La seule intermède de réussite, c'est la période de 2002, avec les élections de 97 en 2002. Parce que 97, quand Jospin est arrivé au pouvoir, le vieux Chirac était devenu vieillissant, fatigué. Donc Chirac a dû laisser le gouvernail à Jospin. C'est la seule fois que les Français ont pu voir. Bon, donc ça veut dire qu'en ce moment, le président, il s'efface. Et puis il dit, bon, je laisse le chef de gouvernement. Et donc, heureusement, pour me résumer, j'ai dit, moi, si je devais faire un choix aujourd'hui, je pense que le régime mixte n'est pas celui qui convient à notre pays parce que, me semble-t-il, et je ne suis pas dévié, mais je pense que dans les années à venir, pour les élections à venir, ça va être difficile pour un parti à lui seul de gagner avec un score absolu les élections législatives. Donc on risque d'être dans une instabilité provoquée par les jeux d'alliance. Parce que je vous donne un exemple qui aurait pu se produire. Regardez même pour le remaniement ministériel. À supposer que l'UNIPS et puis le parent ne soient pas d'accord. Les deux partis, s'ils disent, bon, président Marc Kaboré, on n'est pas d'accord avec la proposition qu'on te fait. On peut même faire du chantage. Nous, on ira avec le président Zéphirin pour créer la nouvelle majorité. Du coup, ce gouvernement qui est formé n'allait pas être le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré, mais il allait être le gouvernement de Zéphirin Diabré. Donc, je pense que si on regarde les trajectoires politiques, il me semble que, bon, la difficulté
Et pour l'un des pays auprès de nous, ils ont fait un choix qui soit clair. C'est le cas du Bénin, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, même si on a un régime présidentiel imbibé des éléments du régime mixte. Mais ils sont allés vers un régime présidentiel. Et moi, je pense que le régime présidentiel ne signifie pas dictature du président. Donc pour vous, il faut un régime présidentiel au Burkina Faso? Qu'on appelle comme on veut. Parce que pour moi, objectivement, je dis, je ne fais pas la prescription. Mais je dis, parce que c'est qu'on a... Nous, on n'est plus par le temps. Mais je crois personnellement qu'un régime présidentiel pourrait mieux convenir à la situation, étant entendu que le président est élu au suffrage universel. Mais je fais comprendre aux gens qu'un régime présidentiel ne veut pas dire un régime présidentialiste. Voilà, parce que cette nuance-là, il faut pouvoir la faire aussi. Professeur, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est fini pour aujourd'hui. Malheureusement, il y avait tellement de choses à aborder, le temps nous a surpris. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Ainsi prend fin l'émission Le Grand Déballage de ce jour, porté essentiellement donc sur l'avant-projet de constitution. On se donne rendez-vous une autre fois. Le débat se poursuivra et on aura l'occasion de revenir sur le plateau avec vous. Et très bonne suite de programme à tous et à toutes. À très vite.